Après avoir prélevé un donneur de sang, en collecte mobile ou dans une maison du don, sa poche de sang arrive au service préparation. Bonjour, bonjour. C'est vu, hein? Oui. Voilà. Donc c'est X. Et voilà. Laisse les ouvrir. Oui. Voilà. Bienvenue dans le service de préparation. Donc voilà dans le cœur de l'activité de la chaîne transfusionnelle. Le service de préparation va accueillir tous les dons de sang total et d'aphérèse de toute la région, pas qu'à Corse. Et donc nous allons réceptionner ces produits, les déleucociter, les centrifuger, puis les séparer. On va les mettre en quarantaine. On va attendre les résultats de la qualification biologique du don. Et puis nous allons ensuite les libérer par un étiquetage. Tout au long de cette chaîne, eh bien, les produits changent de stock informatique, vont être libérés ensuite en fonction de tous les examens demandés par la réglementation. Et puis, ils vont être transmis au stock régional pour alimenter tous les hôpitaux de la région. À la réception, plusieurs contrôles sont effectués. Vérification de la cohérence entre le nombre de poches prélevées et le nombre de poches reçues. On vérifie la température de la poche. On contrôle également son poids, donc son volume, qui doit être compatible avec les produits qui vont être utilisés pour la transformation en produits sanguins. Si tous les contrôles sont bons, la poche de sang change alors de stock informatique. Elle passe de prélèvement à préparation. Les poches trop petites, trop grosses, ne seront pas perdues. Elles passeront en circuit non thérapeutique et serviront pour la science, la recherche, la fabrication de réactifs, etc. Parallèlement à ce circuit, les tubes de sang prélevés au donneur en même temps que la poche partent au laboratoire de la QBD, la qualification biologique du don, pour y subir les analyses nécessaires et sécuriser le don. Les poches de sang total destinées à fabriquer uniquement un concentré de globules rouges sont déleucocitées par filtration avant la centrifugation. Pour les autres poches, elles seront centrifugées tout de suite, puis les éléments seront séparés, plasma, plaquettes et globules rouges. Les techniciens de l'EFS vont plier chaque poche, les installer dans des pots qui eux-mêmes seront placés à l'intérieur des centrifugeuses. Alors ici on a des poches qui sont en attente de centrifugation. Donc la poche de sang total a été pliée dans ce dispositif là qui est un plot de centrifugation. Avant centrifugation on voit que le sang total est bien homogène, mais on voit sur la poche qui est à côté la sédimentation, donc l'effet de la gravité terrestre a suffi déjà à séparer les globules rouges du plasma. Donc les globules rouges qui sont les éléments les plus lourds ont commencé à descendre vers le bas du plot. On a le plasma qui commence à apparaître, sauf que ce phénomène-là est long et on n'arriverait pas à séparer réellement les éléments comme on en a besoin. Du coup, on passe par une étape dite de centrifugation, où là, on va accélérer ce phénomène naturel par un effort physique de la machine. Donc cette machine-là tourne à très grande vitesse, puisqu'elle tourne à 3900 tours minute. Le procédé dure environ 20 à 30 minutes. Pendant ces 30 minutes, cette fois-ci, c'est plus l'effet de la gravité, mais l'effet de la force centrifuge qui va séparer les éléments en fonction de leur densité et de leur poids. Donc les globules rouges vont partir au fond du plot, la couche leucoplaquettaire, donc globule blanc plaquette, va se retrouver au milieu et le plasma va rester en haut du plot, qui est le plasma qui est uniquement de l'eau et des protéines. Donc cette machine-là vient de terminer, donc on va pouvoir l'ouvrir. Hop. Donc vous voyez, ici c'est terminé. Donc je vais vous montrer encore une fois comment les éléments apparaissent. Donc par contre à partir de cette étape-là, il faut être très délicat, puisque si je suis trop brusque, je vais remélanger, remettre en suspension ces différentes phases. Et donc là, hop, on voit que les éléments sont bien séparés. Donc le plasma en haut, puisque c'est que de l'eau et des protéines, la couche leucoplaquettaire ici au milieu qui est très fine et très sensible, et les globules rouges qui sont les éléments les plus lourds qui sont descendus au fond du plot. Donc maintenant que les éléments ont été séparés dans cette poche-là, il va falloir les séparer dans des poches différentes.
pour ça, on va pouvoir passer la poche sur le séparateur. Donc toujours avec de la délicatesse, puisque ces phases sont encore très mobiles. Donc voilà, donc du coup, il y a une petite partie d'installation. Donc le fonctionnement de l'appareil, c'est assez simple. Derrière cette poche-là, il y a une ribambelle de cellules photoélectriques qui sont ici. Donc ces cellules photoélectriques sont des LED qui sont capables de mesurer la lumière qui rentre dans l'appareil. Donc tant que ces cellules-là vont être face à du plasma, le plasma est très limpide. Regardez, il laisse beaucoup passer la lumière. Donc tant que la cellule va être face à du plasma, elle va être capable de reconnaître que c'est du plasma. Et quand elle va être face à des globules rouges, on les voit ici. Quand elle va être face à des globules rouges, la lumière par contre ne pénètre plus dans l'appareil. Donc l'appareil à tout moment de la séparation est capable de savoir s'il est face à du plasma ou face à des globules rouges. Du coup, selon les paramètres qu'on a rentrés dans la machine, la séparation va se produire de la manière dont on lui a demandé. Donc le plasma va aller dans cette poche-là. Les globules rouges, eux, vont aller dans la poche ci-dessous. Et la couche leucoplaquettaire, qui est la partie la plus sensible, qui est localisée ici, va rester dans cette poche-là. C'est la fin de l'opération de séparation. Nous avons maintenant 3 produits différents. Le concentré de globules rouges, qui arrive presque en fin de parcours. Le plasma issu de sang total, qui va être rejoint par les plasmas d'aphérèse. Et les plaquettes, qui contiennent encore des globules et qui doivent subir d'autres traitements. Avec une soudeuse multiple, les techniciennes créent des segments de tubulure. Pliées, enregistrées et rangées, les poches de concentré de globules rouges sont ensuite installées en chambre froide en attente des résultats des analyses du donneur. Donc là on est dans la chambre froide positive, donc on est à plus 4 degrés, entre 2 et 6 degrés. Pour les globules rouges, puisque c'est la température de conservation des globules rouges, 2-6 degrés. Et donc ici, tous les CGR sont en attente de qualification au niveau de la qualification biologique des dons. Donc ils sont rangés par date de prélèvement. Vous voyez ici, c'est le prélèvement du lundi. Donc ici, on a les prélèvements de vendredi. Donc ils sont rangés par date. Pourquoi? Parce qu'après, on gère ça en termes de FIFO. FIFO, first in, first out. Donc les CGR les plus vieux seront traités en priorité. Lorsque les résultats de la qualification biologique du don sont connus, les poches de CGR peuvent être étiquetées. Il faut ensuite contrôler manuellement le groupe ABO de chaque poche, d'où on a prélevé une goutte de sang. Alors pour les 3 poches O, il ne devrait pas y avoir d'agglutination, parce que O veut dire 0 en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas d'antigène dessus. Donc ça ne devrait pas réagir. Donc ici, on a de l'anticorps anti-AB, ici. Okay. Et ici par contre j'ai de l'anti-A et de l'anti-B mais dissociés, alors que là c'était un mélange des deux l'autre. Et donc là chaque fois je fais une goutte d'anti-A. Hop. D'accord, c'est pour ça qu'il y a 2 gouttes. Voilà, c'est ça. Et une goutte d'anti-B. Et donc là on devrait avoir une réaction positive avec l'anti-A, parce qu'on est sur du groupe A, et une réaction négative avec l'anti-B. Donc ensuite on mélange le réactif et le sang. Donc sur les 3 poches O ici, on a bien 0 réaction, parce que tu vois, le mélange il est homogène. Et par contre, on a une réaction positive chaque fois avec l'anti-A sur les 3 poches de groupe A. D'accord, donc là on est bien sur 3 poches A ici. Voilà, c'est ça, donc on voit bien. Hop. Ah ouais. Donc en fait là, les anticorps anti-A se sont liés avec l'antigène des globules rouges de groupe A. Donc c'est pour ça qu'on a une réaction positive. Donc on est bien sur une poche de groupe A, et ici on est bien sur des poches de groupe E. Donc ensuite, avec un crayon alimentaire, on met une petite marque pour dire que l'ABO a été fait et qu'il est conforme.
Et ensuite, on va pouvoir passer à l'étape de vérification d'étiquetage. Ça permet juste de vérifier que l'étiquette qu'on a collée, qui comporte le groupe ABO, le groupe le plus immunogène, donc le plus dangereux en transfusion, est bon. Et donc on sait qu'il n'y aura pas de danger suite à la transfusion. Par contre, si j'avais des poches A+ et A-, à cette étape-là, je suis incapable de faire la différence. Et notamment ces 3 poches-là, si j'ai inversé les étiquettes de ces 3 poches-là, je ne le vois pas à cette étape-là. L'étape qui va me permettre de vérifier vraiment cette sécurité-là, c'est l'étape d'après qui est la vérification d'étiquetage. Vérification d'étiquetage, c'est le contrôle croisé entre ce code à barre qui a été maîtrisé par l'IDE qui a prélevé, donc qui a maîtrisé le lien don-donneur. Et nous, notre verrou en prépa, c'est vérifier que l'étiquette qu'on a posée sur cette poche est bien conforme avec ce numéro-là. Et là, c'est OK. Donc c'est vraiment cette chronologie qui est importante. D'abord l'étiquette qui a été collée en collecte par l'IDE, ensuite l'étiquette qui a été collée par la prépa. Et si on se trompe dans la chronologie, à n'importe quel moment, on recommence du début. Et c'est verrouillé au niveau de l'informatique. Une fois que les CGR sont étiquetés, que l'ABO a été contrôlé et que la vérification d'étiquetage, donc le contrôle croisé a été fait, ensuite on peut ranger les CGR dans des caisses comme ceci, par groupe et par phénotype. Donc ici sur ces étiquettes, vous avez le groupe ABO, le Rhésus, donc c'est l'antigène grand D, qui est là, D+, quand on est D+, on est plus ici. Et ensuite ici c'est tout le phénotype RHKL qui est réglementaire en France, donc il doit apparaître sur toutes les poches. La seule chose qu'on marque à la main, c'est la date de péremption, qui est mentionnée ici sur les poches. Et ensuite donc c'est des produits qui vont être rangés dans une autre chambre froide, puisqu'on est sur un produit fini cette fois-ci. Là on est sur la chambre froide des produits qualifiés. Chaque étagère correspond à un phénotype bien particulier. Il y a un code couleur pour les groupes, donc là on est sur des groupes O, donc on est sur une étiquette rose. De ce côté-là on est sur des groupes A, donc on est sur des étiquettes bleues. Donc ça c'est vraiment une organisation régionale. Et du coup, ici après le but c'est de gérer ce qu'on appelle le FIFO, encore une fois, donc first in, first out. Donc les poches à péremption les plus vieilles sont ici. Donc, vous voyez ici on a les poches qui périment le 19 décembre. Et petit à petit, plus on avance vers la droite, plus on a des poches qui sont fraîches. Donc du coup le stock régional de distribution va se servir plutôt dans cette partie-là, et nous on va approvisionner plutôt la partie droite. Les plasmas issus de prélèvements de sang total et les plasmas d'aphérèse sont déleucocytés par filtration. Les techniciens chassent l'air de la tubulure et appliquent une soudure pour séparer la poche du filtre. Les produits plasma doivent maintenant partir vers la surgélation pour faire baisser très rapidement la température. Leur conservation se fait à très basse température, environ moins 40 degrés. Avant de pouvoir être transfusée à un patient, une poche de plasma doit être sécurisée, soit par inactivation des pathogènes, technique identique aux plaquettes qui sera expliquée plus loin, soit par quarantaine. Le donneur vient une première fois pour donner son plasma. La poche est conservée et mise en attente et des analyses sont effectuées. Si les analyses ne révèlent aucune anomalie, on rappelle ce même donneur 2 mois plus tard pour qu'il donne son plasma une seconde fois. On conserve aussi cette poche, on la met en attente et on effectue à nouveau des analyses. Si ces deuxièmes analyses sont bonnes, la première poche est alors débloquée et elle devient transfusable pour un patient. Ces plasmas destinés à la transfusion directe, qu'on appelle aussi le plasma thérapeutique, partent vers le stock national, l'UCP, l'unité centralisée de plasma de l'établissement français du sang, qui se trouve à Bordeaux. Le plasma destiné à être fractionné
Pour en extraire certains éléments, comme par exemple des immunoglobulines, ces plasmas partent vers le LFB, le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies. Du coup, cette frappe-là, elle retient tout le plasma qui doit partir. Donc à droite, c'est les Rolls qui doivent partir pour l'unité. Et à gauche, c'est les plasmas qui doivent partir à l'ICP pour sécurisation. Et ici, tout ce qui est en caisse verte, c'est encore une fois c'est non thérapeutique. Là, on a moins de 35 kg. Le service prépare et met à disposition 2 types de produits plaquettaires. Les plaquettes d'aphérèse, qui sont issues d'un même don d'un seul donneur et qui ont été séparées des autres composés sanguins pendant le don, et les mélanges de concentrés plaquettaires qui sont, elles, issus de 5 à 8 donneurs de sang total. Nous allons suivre le circuit de ces MCP qui rejoindront ensuite les plaquettes d'aphérèse pour les dernières étapes de leur préparation. Après la centrifugation des poches de sang total et la séparation des éléments sanguins, la fine couche leucoplaquettaire est conservée dans une des poches périphériques. Des globules rouges encore présents à cette étape expliquent la couleur du liquide. Elles sont ensuite homogénéisées pour que les plaquettes occupent tout l'espace disponible. La technicienne vérifie également qu'aucun caillot ne se soit formé. Les poches sont tracées informatiquement, pesées et étiquetées. Il faut alors les trier, par groupe sanguin, par homme, femme ou encore femme ayant eu ou non des enfants, et les rassembler par 5 ou par 8 en se rapprochant le plus possible du volume final ciblé. Vient alors l'assemblage. Les tubulures des 5 poches sont solidarisées et raccordées à une 6e poche dans laquelle elles vont se mélanger. On accroche les couches leucoplaquettaires et elles vont se déverser doucement et se mélanger dans une poche séparée. Lorsque tout est passé, la poche du bas est soudée. Elle va ensuite être installée dans un automate qui va non seulement centrifuger le mélange, mais aussi séparer les plaquettes. À leur sortie de l'automate, les CLP, couches leucoplaquettaires, devenues MCP, mélange de concentrés de plaquettes, sont à nouveau tracés informatiquement, puis pesés avant de passer à l'inactivation des pathogènes. C'est à cette étape que les MCP sont rejoints par les CPA, les concentrés de plaquettes d'aphérèse. Le docteur Vignoli nous explique en quoi consiste la prochaine étape, l'inactivation des pathogènes par amotosalène. Donc à l'établissement PACA Corse, nous faisons ce que l'on appelle de l'inactivation des concentrés plaquettaires. Alors comment se passe cette technique? Chaque concentré plaquettaire que nous avons préparé va être inactivé en additionnant une molécule qui s'appelle l'amotosalène. Le procédé s'appelle Intercept. Donc on va connecter à chaque concentré de plaquettes un kit et vous voyez ici la molécule active. Cette molécule va pénétrer dans l'ADN ou l'ARN des agents microbiens ou viraux ou bactériens ou parasitaires présents dans la poche, s'intercaler dans les bases de ce matériel génétique et empêcher la réplication du micro-organisme.
Pour que cette liaison entre cette molécule et le matériel génétique soit irréversible, eh bien, nous utilisons des rayonnements ultraviolets. Dans ces illuminateurs, il y a une dose de lumière qui va être déversée sur les poches et qui va permettre donc une liaison irréversible de cette molécule avec le matériel génétique. Cette molécule nécessite d'être enlevée à la fin du procédé, donc on réalise une adsorption de l'excès d'amotosalène qui ne s'est pas fixé, et ceci se fait à l'aide d'une agitation minimum de 6 heures, maximum de 16 heures, dans un agitateur qui permet cette adsorption et donc le fait que la molécule ne sera plus présente chez le receveur quand elle va être transfusée. Enfin, après ces étapes d'injection d'amotosalène, de passage sous ultraviolet puis d'adsorption, les produits sont filtrés une dernière fois. On prélève un échantillon de ce produit que l'on met dans un tube. Cet échantillon est mélangé pour pouvoir y vérifier la QPA, la quantité de produits actifs. Les plaquettes sont alors mises à disposition dans le stock régional, conservées 5 à 7 jours maximum à une température de 20 à 24 degrés et toujours en mouvement.